Quand on fait de l'ultra, c'est 50%, c'est-à-dire que notre corps il est capable de nous amener au bout de 80 km. Ce qui prend le relais, c'est la tête, c'est la passion, c'est le cœur. C'est un bout de vie accéléré dans 30 heures d'effort, donc c'est très long et en même temps c'est très court à la fois. Et des fois, abandonner, c'est la meilleure solution qu'on ait. Les premiers ultras où j'ai manqué de sommeil avec quelques petites hallucinations, où le corps qui commence à lutter contre le sommeil, on touche un petit peu à la limite aussi des capacités humaines avec cette discipline. Manon, bonjour. Bonjour Antoine. Manon, on te rencontre aujourd'hui au Fort de Brégy, sur les hauteurs de Besançon. D'habitude, on a un magnifique panorama sur la ville. Là, on a un peu de brouillard, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est ici que tu pratiques le trail, c'est un de tes terrains de jeu favoris. Le trail, c'est une course à pied longue, à longue distance en extérieur, marquée par des forts dénivelés. Toi, aujourd'hui, tu as 33 ans et tu es devenue une spécialiste de la catégorie au-dessus, c'est l'ultra trail. C'est ces courses longues de plus de 80 km. Tu t'es construite depuis quelques années un beau palmarès, dont la dernière ligne, sans doute la plus prestigieuse, c'est cette victoire dans la catégorie féminine de la Diagonale des Fous, un ultra trail de 175 km sur l'île de la Réunion, c'était le 19 octobre dernier. On va y revenir bien entendu car c'est un moment important dans ta vie, dans ta carrière. Mais avant ça, j'aimerais revenir avec toi un peu en arrière avec une première question. C'est toi qui as choisi le lieu de l'interview. Pourquoi ? Est-ce que c'est un endroit qui te ressemble un peu entre nature et la ville ? Est-ce que c'est un endroit où tu aimes aller à l'entraînement ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la nature reprend un peu ses droits avec ce brouillard, ce soleil qui a du mal un petit peu à percer. Du coup, on ne voit pas le fameux point de vue que je voulais te faire découvrir aujourd'hui sur toute la boucle un petit peu byzantine. Alors c'est vrai que moi, ça fait quelques années maintenant que j'habite Besançon et alentour. J'aime beaucoup m'entraîner ici puisqu'en fait, on est à quelques pas de la ville. Il faut 5 minutes pour se retrouver dans les collines byzantines. On en a 9. Donc pour une spécialiste de la longue distance, pour parcourir un petit peu 5, 6, 7, 8, 9 collines, ça fait quand même déjà des belles bambées. Ici à Brégy, on a alors un magnifique point de vue, mais aussi la possibilité d'avoir des sentiers qui sont assez techniques. On retrouve un petit peu de la pierre, des racines, des forts dénivelés de pente, que ce soit en montée ou en descente. Et on a aussi un beau plateau où on peut aussi faire un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus d'entraînement spécifique. Donc voilà, c'est un magnifique terrain de jeu et on peut vite être de retour à la maison. Allier l'utile à l'agréable et avoir toutes ces belles, ce beau patrimoine culturel et naturel autour de chez soi, c'est quand même le top. Bon, j'ai tenté d'expliquer ce qu'était le trail et l'ultra trail. Est-ce que toi, tu peux nous donner ta définition de ton sport ? En fait, le trail, c'est vraiment le fait de courir sur des sentiers nature, de la course nature avec de la technicité plus ou moins sur des terrains caillouteux, des terrains racines, des terrains plutôt herbeux, des champs, des prés. On peut être aussi dans de la montagne, dans de la roche, dans des pierriers. On peut aussi être sur de la route à un moment donné ou sur des pavés. Donc en fait, on s'adapte à son environnement naturel. Donc le trail, c'est ça. Souvent, il y a quand même un fort dénivelé, plus ou moins en tout cas, mais il y a un ratio kilomètre dénivelé qu'il faut ajouter. On n'est pas sur des courses sur route avec un dénivelé qui est quasiment nul. Il faut rajouter ça à la longueur et la technicité un petit peu de cette discipline. Et puis le trail, c'est aussi être en autonomie, semi-autonomie avec son matériel, que ce soit le kawaii, la lampe frontale s'il faut être à l'extérieur en pleine nuit, la nutrition, l'hydratation, des vêtements de rechange. Donc en fait, ça en fonction de la distance, en fonction du temps qu'on va passer dehors à courir, on va avoir un sac une bagagerie, un sac de lestage avec ce matériel, avec la disponibilité pour pouvoir se servir en nutrition, en matériel. Et du coup, le trail, c'est du trail court, entre 10, 15, 20 km, jusqu'au trail long, aux alentours des 80 km. Et l'ultra-distance, c'est au-delà de 80-90 km, avec souvent des gros ratios de dénivelé positifs, de dénivelé de montée, qui vont jusqu'à 170, 200, voire maintenant un petit peu plus, parce que on touche un petit peu à la limite aussi des capacités humaines avec cette discipline. Et moi, je pratique en effet des trails longs, 60, 80, 90, et de l'ultra-distance, c'est ma spécialité en effet. On a parlé sport, on a parlé nature. Est-ce que c'est ces deux choses qui étaient présentes dans ton enfance ? Comment l'était Manon Board étant petite ?
Alors Manon Board étant petite, elle était très sauvage, très hyperactive, beaucoup dehors. Donc du coup, c'est vrai que ça touche un petit peu à ma personnalité aujourd'hui. Je retrouve beaucoup de traits de caractère de mon enfance. Alors moi, c'est vrai que j'ai évolué toujours dans un environnement de moyenne montagne. Mes parents tiennent une auberge, voilà, type refuge un petit peu de montagne. Donc du coup, j'ai toujours vécu avec les randonneurs, les cyclistes, les gens qui venaient passer du bon temps en famille ou en groupe, dans cet environnement-là, un petit peu perdu, assez loin de la ville. Donc moi, mon terrain de jeu, c'était le dehors en fait. J'allais à l'école en vélo, en ski, à pied. Je me déplaçais pas mal avec mon corps et du coup, je jouais aussi beaucoup à l'extérieur, à faire des cabanes, à aller chez les copains qui ont des granges, des bottes de foin. Voilà, on jouait avec ce qu'on retrouvait à l'extérieur. Donc ça m'a aussi forgé ce côté exploratrice, un petit peu aventurière. Et puis j'aime la nature. En fait, je suis très en conscience et en lien avec la nature. Donc c'est devenu un besoin en fait moi d'être dehors. Donc en fait le trail c'est parfait parce qu'en fait le trail ça se pratique très facilement. En 1 heure on peut avoir fait déjà une très belle sortie, une très belle séance et en fait on retrouve tout de suite les éléments naturels qui moi font partie de mon besoin émotionnel au quotidien pour me sentir bien au final. Mais le trail ça t'est pas venu tout de suite. Avant il y a eu le judo et le ski de fond, c'est ça? J'ai toujours adoré courir mais c'était pas mon sport premier en effet. Et puis après très vite quand je me suis installée à Besançon après mes études, j'ai remis des dossards grâce à un groupe de coureurs, de copains en fait, qui pratiquaient déjà du trail depuis quelques années. Donc en fait c'est assez récent pour moi. C'est 2016-2017. Ça fait 5-6 ans maintenant que je cours vraiment en faisant de la discipline trail vraiment en tant que telle et c'est vraiment grâce à mon père, mais aussi à cette dynamique familiale, mais surtout grâce à cette bande de copains de Besançon qui allaient fouler les sentiers. Ouais, parce que tu disais dans une interview au départ, l'idée c'était d'aller boire des bières après la course en fait, c'était un moyen de se retrouver. Ouais, c'était vraiment le moment convivial où on allait fouler un petit peu le week-end les courses du coin, local, prendre une bière à l'arrivée parce que et puis aller s'entraîner ensemble le mardi soir à la sortie du mardi. C'était notre moment. Nos moments à nous entre potes en fait. C'est ça, donc c'était encore qu'un loisir. Je crois que tu avais peut-être fini tes études de diététicienne. J'allais te demander justement s'il y avait eu un déclic, s'il y avait eu un moment où tu t'es dit tiens, je peux faire vraiment quelque chose dans le trail. Oui, alors c'est vrai que sur 2017-2018, quand j'ai commencé à mettre des dossards sur du plus long, en fait, passer les 50-60 km, je me suis tout de suite trouvé une âme de compétitrice. Et puis surtout, j'ai senti que je pouvais faire quelque chose et que j'étais capable d'allonger progressivement la distance. Mais moi, je voulais le faire avec une optique de santé et aussi de plaisir, de garder vraiment ce plaisir au centre, mais en essayant d'optimiser un petit peu mes entraînements et structurer un petit peu mon quotidien. Parce qu'en effet, je travaillais à ce moment-là à temps plein en tant que diététicienne et il me fallait déléguer, en fait. Donc, j'ai rencontré mon entraîneur aujourd'hui, avec qui c'est devenu un ami très cher et ça fait 5-6 ans en fait qu'il m'accompagne dans ses projets, qui au départ étaient des projets très récréatifs, loisirs, et c'est devenu petit à petit de la performance pure. Et ça c'était en 2019 et du coup depuis 2019 ma progression n'a été que linéaire et j'ai pris du plaisir à petit à petit accrocher des dossards au niveau national, au niveau international et aussi on va y augmenter la distance. Et tu te souviens de ton premier trail en compétition? Tu avais trouvé ça dur, tu t'es dit wow, c'est... Eh ben, ça passait par là en fait, c'était le trail des forts de Besançon. Alors il y en a eu encore un peu plus vieux au Templier, sur la Templière, mais en fait mon premier dossard où je me rappelle bien et j'ai trouvé ça très dur, c'était sur un 18 km ici à Besançon, avec justement les copains qui m'avaient poussé un petit peu à mettre le dossard et je dois terminer dans le top 15, dans le top 20, mais avec un potentiel qu'il fallait vraiment exploiter et j'ai trouvé ça, la fin était très dure, très longue et maintenant pour moi 18 km ça, c'est presque du sprint quoi, donc c'est vrai qu'on a une notion un petit peu de l'effort aussi qui change avec la pratique. Tout à fait. Et là on est sur du trail, après tu passes à l'ultra. Oui. Et tu te dis c'est un truc de fou, si je veux durer il faut que je prenne soin de mon corps.
et que je m'entoure bien. Tu t'es vraiment dit, c'est un sport quand même qui demande beaucoup de sacrifices, de préparation. Alors sacrifice, je dirais pas le mot sacrifice, parce que pour moi le sacrifice c'est vraiment, c'est qu'on y laisse une part, il y a de la frustration en fait, et moi il n'y a pas de frustration, c'est des concessions, il y a de l'organisation au quotidien. Voilà, j'ai un mari j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient, qui est sportif aussi, qui a quand même aussi du temps libre et qui a aussi des projets, des ambitions, lui, pas dans la compétition. Donc c'est vrai que tout en ce moment est quand même autour un petit peu de ma pratique sportive, mais il faut du temps et il faut du temps sur la longueur. En fait, moi, depuis 2019, mais même avant, de par mon enfance, je me suis forgé un petit peu ce caractère, ce dépassement mental, ce goût de l'effort avec la compétition, les premiers dossards quand on est petit, qui fait -20 et puis qu'il faut farter les skis, qu'il faut attendre que tout le groupe, tout le club ait fini sa course. Et mine de rien, il faut quand même une certaine robustesse et puis une passion, bien entendu. Et puis maintenant, moi, je me forge aussi à travers les entraînements, la rigueur, mais aussi la régularité de l'entraînement sur mes années, mes saisons qui se cumulent. Et puis un métier à côté qui me demande aussi de l'organisation. Donc quand j'ai 2 heures pour courir le soir, 2 heures pour l'entraînement, je sais que j'ai que 2 heures et du coup j'essaie d'optimiser ce temps et je vais pas procrastiner ou me demander je vais pas réfléchir, en fait je vais le faire à fond et c'est aussi ça, cette rigueur que je m'afflige quelque part. Et ça m'aide beaucoup en course et en compétition pour donner la meilleure version de moi-même, quoi. Et en te mettant à l'ultra trail, je suppose que tu te disais, il y a mon papa qui en fait aussi. On se dit souvent quand on a une personne de la famille qui en fait avant soi, est-ce que c'est une petite pression de se dire j'ai le nom Bohard, ton père était performant, est-ce que je dois faire aussi bien que mon père, ou est-ce qu'on se dit au contraire c'est plus positif, c'est le moyen de partager une passion? C'est juste incroyable de pouvoir fouler les sentiers ou s'entraîner avec son père et d'être dans une pratique et tendre vers des objectifs qui sont communs. Mais c'est vrai qu'initialement, je ne peux pas dire que je le faisais pour le rendre fier ou un petit peu dans sa lignée, mais parce qu'en fait, il m'a quand même, je l'ai toujours vu aller s'entraîner après le service, dans cet environnement. Il m'a aussi donné le goût du sport, mais aussi le goût de cette discipline, du trail, de l'extérieur, de la nature. Mes parents, ils aiment aussi beaucoup voyager, la culture. Donc en fait, tout ça, c'est quand même, ça fait partie de notre ADN, notre épigénétique, notre enfance. Et du coup, maintenant, j'aime ça parce que j'ai appris à aimer ce genre de choses. Ouais, t'as jamais eu de pression? Il n'y a jamais eu de pression. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que je m'éclate dans ma discipline et que je me sente bien et que je sois dans une discipline qui se veuille allier le bien-être physique et mental, parce que c'est quand même aussi cette dimension mentale qu'il faut avoir conscience aussi quand on travaille et quand on fait une discipline comme l'ultra. Voilà, cette discipline mentale, elle est des fois un petit peu plus difficile à accueillir et à faire évoluer dans le positif, quoi. Justement, j'allais en parler de cette discipline ultra. C'est vrai que moi je me dis des courses si extrêmes qui peuvent aller jusqu'à 170 km, donc des dizaines d'heures à courir. Oui. Comment on fait en fait? Comment on fait pour adapter son corps? Comment on fait pour adapter son cadre de vie à des distances aussi longues? T'as une hygiène de vie hyper rigoureuse. Comment tu fais pour gérer tout ça? Qu'est-ce que tu mets en place dans la vie de tous les jours? Comment on se prépare à faire tous ces kilomètres? Bon, déjà il y a l'expérience, parce qu'en fait l'ultra ça fait partie de moi depuis maintenant 2019, donc je peux pas vous dire que c'était hier. Ça fait quand même quelques petites années où j'expérimente un petit peu le mode de vie. Je trouve des ajustements. Alors la nutrition pour moi c'est très facile parce qu'en fait j'aime bien manger, mais j'aime bien manger sainement, donc on peut pas dire que c'est des choses qui soient compliquées pour moi au quotidien. Le sommeil, c'est compliqué des fois pour optimiser son sommeil quand on travaille, quand on a aussi un cadre de vie où il y a les écrans qui nous accompagnent dans notre mode professionnel, les réseaux sociaux aussi que j'essaie un petit peu de continuer à être présente quand même à un minima sur les réseaux sociaux, de par aussi ma pratique maintenant. Donc tous ces écrans, tous ces plus, ils peuvent impacter aussi sur notre temps de sommeil, mais notre temps d'entraînement aussi. Donc ça, c'est de l'organisation aussi. Et puis l'entraînement, bien entendu, des volumes conséquents pour faire de l'ultra. Ça peut pas suffire de s'entraîner quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Il faut passer du temps en montagne, expérimenter aussi des longues journées à courir, des longues nuits aussi, des parties de nuit à courir pour le matériel, pour tout ça. Donc après, il y a aussi le côté
préparation mentale, si j'ai envie de dire, ou en tout cas psychologie. Faut être bien dans son corps, il faut savoir pourquoi on fait les choses, donc toujours re-questionner un petit peu son rapport à son sport et ses motivations à aller sur ultra, et ça évolue, je pense, avec le temps. Donc il y a ça, et puis après il y a tout ce côté préparation par rapport à avoir une santé suffisante, avoir pas de soucis de petits pépins physiques qui reviennent, parce que on peut très bien avoir des petites problématiques de tendinopathie ou de problématiques physiques à répétition sur du plus court. Sur du plus long, un petit caillou devient tout de suite un gros rocher dans l'ultra, puisqu'en fait, tu l'as dit, 10 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures. Donc ça demande de la rigueur et de l'entraînement, certes, mais aussi un corps qui est capable d'endurer et qui veut endurer aussi des distances pareilles. Et quand je dis veut, c'est dans la tête. Oui, c'est aimer ça, aimer passer du temps dehors, mais aussi être en capacité de passer du temps dehors. Donc avec le temps, moi, c'est une équipe avec un médecin, un kiné, un ostéopathe, un psychologue. Je me suis entourée de ça. Donc j'ai fait beaucoup évoluer aussi ma pratique pour une dimension plus professionnelle, pour optimiser, performer sur ultra. Parce que durer surtout, j'allais y venir. On a parlé de tes débuts dans le trail, ultra trail. Très vite, tu progresses à vitesse grand V, avec un premier grand moment dans ta carrière d'ultra traileuse, c'est ta victoire en 2021 sur la TDS. C'est une course de 145 km, je crois, historique dans l'ultra trail. Et chose rare, que ton papa avait aussi déjà gagné avant toi, en 2009. Une première historique. Ça, c'est un des grands moments de ta carrière aussi. Oui, en fait, c'est un peu le moment qui a fait passer de la Manon qui court bien au niveau régional, qui se débrouille bien, qui fait des bons résultats et qui aime ça, à quelqu'un qui peut quand même performer un petit peu plus sur des courses avec une réputation un peu plus internationale. Enfin, moi, je l'ai vécu alors comme ça. Au début, j'avais un espèce de syndrome l'imposteur où j'avais besoin de concrétiser, j'avais besoin de me dire mais est-ce que je suis vraiment capable de récidiver sur une course comme ça, avec une distance comme ça, avec il y avait aussi beaucoup d'émotions parce qu'il y avait tout mon entourage, mon entraîneur, sa femme qui est une amie chère, mes amis, ma famille, mes parents, mon mari qui était là pour l'assistance, et du coup c'était des émotions tellement fortes, l'aboutissement, l'accomplissement d'un tel effort, et puis de passer la première place dans les rues de Chamonix avec un monde qui t'acclame personnellement, que tu as envie de revivre ça. Et du coup c'était un petit peu j'avais un peu des doutes, des incertitudes sur ça, et en fait je me suis rendu compte que oui, c'était possible, et que tout ce que j'avais travaillé et mis en place pour la TDS, c'était de l'acquis, et ça allait me servir pour les prochaines compétitions, et j'ai eu envie de mettre des dossards et aller chercher un peu plus de densité et de confrontation. Et on se rend compte quand on passe la ligne du côté historique avec la victoire de ton père avant, ça aussi, ça rajoute quelque chose ou pas ? Je me suis rendu compte en fait plusieurs années après que ce que je lui disais sur les ravitaillements lors de cette course et le vécu que j'avais, l'identification que j'avais, et là le fait de le vivre, en fait tu te rends compte de plein de choses. Par exemple, je me rappelle lui avoir dit sur le dernier ravito de cette TDS, alors à l'époque lui en plus c'était plus court, c'était 125 km exactement, donc ça avait été rallongé. Je lui avais dit mais allez, c'est la dernière ligne droite pour toi, il te reste pas grand chose, et j'avais vu son visage crispé, et en fait pas grand chose. Pour moi, qui étais spectatrice, il me restait un ravitaillement à faire, et en fait, il me restait pas grand-chose. Mais pour lui, il lui restait encore 40 km à fouler, et c'était à peu près encore 5-6 heures de course. Donc, ce qui est pas grand-chose pour soi, pour le coureur, il y a encore un bon morceau encore à gérer, et il y a rien de gagné. Donc l'ultra, c'est aussi tout n'est pas figé, rien n'est gagné tant que tu n'as pas passé la ligne d'arrivée. Et il y a aussi beaucoup de déterminants qui viennent impacter un petit peu ta course. Et problématiques digestives, la nutrition, le matériel, la nuit, la compétitivité aussi. Enfin, c'est très intéressant aussi de se découvrir en tant que personne dans l'ultra, parce que c'est un catalyseur de vie, et il y a beaucoup de choses à gérer au-delà de juste mettre un pied devant l'autre. On va revenir après cette TDS, les premières sélections en équipe de France. Ta carrière est lancée, on va dire. Tu es médaillé d'or par équipe aux mondiaux en 2022 et 2023, c'est ça ? Exact, oui. Et je vais faire un petit saut dans le temps, on va revenir sur l'actualité. Il y a 2 semaines, cette victoire à La Réunion sur la Diagonale des Fous, 175 km d'efforts et de souffrance aussi. Et pour toi, c'était quand même une course que tu avais cochée depuis longtemps. C'était vraiment un objectif, tu l'as dit sur tes réseaux sociaux. C'était un peu pas un rêve, si on peut le dire ? Si, c'était un rêve déjà d'aller courir cette course à La Réunion. Moi, c'était la 4e fois que j'allais sur l'île de La Réunion, et je savais depuis
voilà, depuis la première fois que j'allais là-bas, que je ferais un jour cette course. Elle est un petit peu dans mes compétences et tout ce que j'aime en finale, avec cette ferveur, cette ambiance qui est assez intimiste et en même temps très festive. Donc oui, l'île de la Réunion, c'était un rêve. Ça fait partie aussi d'un monument qu'on décrit un petit peu dans l'ultra. Ça fait partie des 4 monuments un petit peu dans le monde. C'est ce qu'il y a de mieux, ce qui se fait de mieux dans l'ultra distance. Mais voilà, après la Réunion, je voulais encore avoir de l'expérience et c'était pas prévu pour cette année à la base, mais vu que mon papa avait 60 ans cette année et que pour lui c'était un petit peu la dernière fois qu'il pouvait fouler les sentiers réunionnais puisque c'était sa 4e participation, donc lui il a pu déjà se tester à plusieurs reprises sur cette course et là de la réussir du premier coup puis de la gagner, c'était vraiment une très belle expérience et il y en aura d'autres en tout cas parce que c'est une course que j'ai envie de refaire malgré tout parce que comme tu l'as dit 31 heures il y a eu du plaisir mais il y a eu aussi pas mal de souffrance et c'est une course que j'aimerais mieux réussir, optimiser un petit peu plus parce que là c'était une découverte, je la prenais vraiment comme ça cette année, une course de cœur. Est-ce que je peux te demander de revenir sur cette course, comment toi tu l'as vécue? Donc, je sais qu'on en a parlé, il y a eu des contraintes pendant la course, il y a eu des maux de ventre, il y a eu des blessures contractées, tu l'as dit, à l'UTMB qui se sont réveillées. Comment on vit une course de 31 heures en fait? Est-ce qu'il y a forcément des moments où on se dit qu'est-ce que je fais là j'ai envie d'arrêter? Comment toi tu as vécu ça de l'intérieur? Alors c'est vrai que si je te la décrirais, ça prendrait quasiment 31 heures, mais en gros il y a eu trois moments dans ma course qui sont des moments forts. Il y a eu un début alors avec un taux d'excitation au départ comme je te l'ai dit, et puis le fait de prendre le départ avec mon père et avec des copains parce qu'il y avait aussi pas mal d'amis sur l'île, donc il y a eu ça et en fait très vite j'étais mal dans l'effort, j'étais à 1 minute près de mes temps pendant les 50, 60, 80 premiers kilomètres, autant j'étais très mal dans mon corps avec en effet tu l'as dit des difficultés à pouvoir m'alimenter, des douleurs et des crampes intestinales au bas-ventre et ça sur plusieurs heures et à être cassé en deux, à pas pouvoir respirer correctement, à pas pouvoir t'alimenter correctement, le départ est quand même pas très bien parti. Très vite aussi, j'ai eu des douleurs au niveau du mollet qui se sont réveillées avec une compensation au niveau du genou qui est arrivée et ça très tôt dans la course, aux alentours du 30e kilomètre. Donc en fait, dans ma tête, je me suis dit aïe aïe aïe, c'est très mal barré et pourtant je sais ce qui m'attend, je sais le chantier qui m'attend et là, t'es déjà pas dans le plaisir alors que t'as fait 3 heures de course quoi. Après, très vite, j'ai pu me réalimenter, ça s'est un petit peu amélioré, j'ai pu gérer ces douleurs, pour que ça soit plus, entre guillemets, confortable et pouvoir continuer mon effort, à fournir mon effort. Et ça s'est amélioré aux alentours du 80e kilomètre et là, j'ai eu une espèce de second souffle, comme si je renaissais un petit peu de mes cendres et j'ai passé un moment dans ma FAT, dans le cirque principal où on évolue, entre le 80e et le 140, 120e kilomètre, exceptionnel, où j'étais super bien, où je me retrouvais comme chez moi, où j'arrivais à contrôler un petit peu les choses, à maîtriser un petit peu beaucoup plus de gestion, ouais. Mieux dans la gestion, voilà, et à prendre du plaisir tout simplement, parce que je suis quand même allée là-bas pour ça, c'est pour ça qu'on court. Et puis, la dernière phase de course, rebelote, les douleurs reviennent, des petits passages un peu plus techniques, un petit peu plus durs, avec un revêtement qui était moins dans mes capacités, et du coup, ça réveillait un petit peu plus mes douleurs au mollet. Et là, j'ai fait une alliance avec un coureur que je récupérais. On se retrouvait à peu près dans le même niveau un petit peu d'évolution et on a fait alliance pour aller jusqu'au bout, pour se tirer un petit peu jusqu'au bout. Faire alliance, c'est-à-dire? Faire alliance, ça veut dire on s'est soutenus, en fait on a couru ensemble, on s'est attendus l'un et l'autre. Moi je l'attendais plutôt dans les phases de montée et de descente parce que j'étais plus à l'aise et lui sur les phases de plate il me poussait un petit peu plus et en fait on a fait, c'est ça aussi la diag, c'est ça aussi des courses d'ultra, c'est aussi faire des alliances, avoir des stratégies aussi communes et puis se servir des autres pour se dépasser, s'élever et c'est pas courir contre les autres, c'est vraiment courir avec les autres, avec la force et puis l'engouement et le mental aussi, la psychologie des autres pour pouvoir aller au bout de cet objectif. Et du coup, voilà, le chrono est peut-être pas mon propre chrono, mais c'est un chrono qui est partagé et qui a été un bel accomplissement et c'est surtout pour ça que je retiens cette belle victoire, c'est une victoire qu'on a passée à deux avec quelqu'un que je connais, en plus un ami, quoi. Et durant toutes ces heures, tous ces kilomètres, il n'y a jamais de doute? Si, il y en a, toujours. On pense à quoi? Ouais, alors on pense... tous...
c'est une question aussi qu'on me pose souvent, c'est à quoi tu penses pendant tant de temps ? En fait, on pense à plein de choses, mais on essaie aussi d'être concentré sur soi, sur ses ressentis, beaucoup dans la pleine conscience, puis très vite, on peut s'évader aussi. Regarder les paysages, regarder les gens. Ah ouais, on arrive à profiter du paysage et des gens ? Heureusement, ouais, moi je suis très contemplative. Malgré les douleurs ? Ouais, je suis beaucoup dans la contemplation des gens, l'observation de l'environnement, de la nature. On peut aussi être beaucoup un petit peu dans ses pensées. Moi, j'étais partie aussi avec une ou deux petites choses à régler pour moi-même, des petites choses que je me questionne, des petites réflexions que j'ai dans mon quotidien. Et voilà, c'est un moment très introspectif qui peut être aussi très euphorisant, comme j'ai eu dans ma FAT, très douloureux, comme j'ai eu sur la fin. Donc en fait, il faut faire un petit peu, faut jongler un petit peu avec ces états de flow, ces états de down. Voilà, ces moments émotionnels qui sont très forts et des fois très difficiles à gérer. Et voilà, c'est un bout de vie accéléré dans 30 heures d'effort. Donc c'est très long et en même temps c'est très court à la fois. Et aussi, on s'appuie aussi sur l'entourage qui est là, qui s'occupe de nous, qui nous donne des informations, qui gère un petit peu aussi nos états justement de voilà nos montagnes russes émotionnelles. Et c'est aussi un sport quelque part un peu d'équipe aussi. Donc c'est pour ça que c'est si intriguant. Quand tu arrives, tu passes la ligne. Tu ressens quoi ? C'est plus enfin fini ou... Ouais, il y a un mélange aussi émotionnel. Il y a eu un gros soulagement à La Réunion parce que j'avais quand même ces douleurs qui évoluaient vers 7, 8, 9 sur 10 à la fin, qui étaient beaucoup plus difficiles à gérer qu'un 4-5 comme au début. Je pense aussi à remercier mes proches et à leur sauter dans les bras, à échanger quelques mots avec eux pour partager cette belle victoire. Parce que comme je l'ai dit, c'est une victoire qui est quand même partagée. On se sent aussi, ils se sentent aussi investis dans le projet. Et puis c'est aussi un fort accomplissement. Alors c'est un sentiment un peu de fierté, un sentiment un petit peu d'euphorie où on est fier de ce qu'on a accompli et on se dit ça y est, on l'a fait et on est allé au bout et on se rappelle aussi de tout ce qu'on a pu vivre comme étape, comme obstacle, alors que ça soit pendant la course ou que ça soit en amont, s'il y a eu des préparations en amont qui ont été un petit peu houleuses. Donc voilà, c'est une immense fierté. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut se dire, ces athlètes sont fous, ils se font mal, ils continuent. Tu t'en rends compte un peu que, j'allais dire, c'est pas le commun non plus, le commun des mortels, ça fait grande expression, mais c'est quand même un sport extrême. Est-ce que justement il faut aimer se faire mal quand on fait de l'ultra-trail ? Parce qu'il y a quand même de la douleur qui est souvent présente. Oui, alors c'est aimer se faire mal. En tout cas, faut en effet aimer le dépassement, aller chercher des limites. C'est pas aimer la douleur, mais il y en a de la douleur. Après, la souffrance, entre la douleur et la souffrance, c'est très différent. On s'entraîne aussi à gérer et à ressentir un petit peu ces niveaux de douleur et à les dompter un petit peu et à se reconnaître dans eux. On se sent très vivant aussi. Quelque part, ça donne une contenance aussi, cette discipline. Ça donne aussi de l'adrénaline. Enfin, en fait, tout ça, ça peut être difficile par moments, mais ça peut être aussi très euphorisant. Par contre, la souffrance, les états de souffrance, on s'entraîne aussi pour les limiter, voire... on n'est pas capable, en tant qu'humain, d'avoir des niveaux et des temps de souffrance très, très longs. Donc, c'est aussi apprendre à se connaître soi et apprendre aussi à dire stop aussi, à trouver ses limites et à dire là, je continue pas cette course où l'abandon, il est important pour moi, pour mon intégrité physique, mais pour mon intégrité aussi psychologique. Et des fois, abandonner, c'est la meilleure solution qu'on ait, c'est la meilleure décision qu'on ait. Donc, c'est vraiment une discipline qui demande plus que juste de la préparation physique. Et j'ai envie de dire même, quand on fait de l'ultra, c'est 50%. C'est-à-dire que notre corps, il est capable de nous amener au bout de 80 km en toute dans notre toute bonne entité physique. Mais en fait, qu'est-ce qui prend le relais ? C'est la tête, c'est la passion, c'est le cœur. Et c'est aussi ce qu'on va chercher, c'est jusqu'à où on peut aller. Mais je pense qu'il faut aussi connaître ses limites et pas vouloir faire de l'ultra parce que c'est le Graal, parce qu'il n'y a pas de Graal en soi. Le trail, il y a tellement de belles choses à faire dans juste la discipline trail que l'ultra n'est pas une fin en soi, quoi. Et comment le corps y ressort
d'une telle course, de tant de kilomètres, de tant d'heures passées à courir? On est mâché, il y a un temps de repos obligé où on sort plus de son lit pendant un certain temps? Ouais, alors la Diag, moi je l'ai vécu un peu comme une machine à laver où je me suis sentie un petit peu voilà, poussée, branle-ballée de droite à gauche. Et quand je ressors, je suis émoussée, quoi. Je suis un petit peu chamboulée émotionnellement, corporellement, hormonalement. Donc c'est sûr qu'il faut du temps pour se remettre de ça. Les études montrent qu'entre 4 et 6 semaines au niveau physique, c'est le temps qu'il faut après un ultra pour se refaire. Je vois bien qu'après un UTMB, remettre le dossard sur un même effort, voire un peu plus long, 7 semaines après, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, c'était vraiment une limite. Et il faut beaucoup plus de temps que ça, psychologiquement, pour se remettre. Mais après, là, c'est très individuel et ça dépend des personnes. Moi, je pratique beaucoup. Je m'entraîne pour ça. Je commence à avoir l'habitude de faire de l'ultra. Donc, moi, je me mets 2-3 ultras par an. Peut-être que pour certains, c'est un ultra par an. Sangué Sherpa, qui est bisontin et qui a l'habitude de faire des ultras, il en fait une vingtaine par an. Donc en fait, ça dépend de nous, ça dépend de nos ambitions, nos envies, mais ça dépend aussi de ce que notre corps est capable d'encaisser et de notre récupération. Quand on remet le couvert au travail le mardi matin après avoir atterri le lundi, c'est sûr que la récupération elle va être plus longue que si on passe du temps derrière à récupérer et à pouvoir dormir et sans travailler. Si je te demandais une anecdote de trail, un moment où tu t'es senti en danger, mais où tu as eu peur, où tu as senti que ton corps approchait de ses limites, est-ce que tu as déjà eu quelque chose comme ça? J'ai plusieurs anecdotes. On va dire que j'ai eu une anecdote au Cap-Vert où c'était une course très difficile à gérer en autonomie complète et avec le GPS. Et là, j'ai manqué d'eau et je me suis fait un petit peu peur. Et je me suis rendu compte à quel point, quand on manque de quelque chose, de nos besoins primaires, que ça soit alors la nourriture, mais en fait, on a des capacités quand même à durer sans manger. Mais par contre, la soif et le sommeil, ça fait vraiment partie. Ça nous remet en fait à nos besoins les plus profonds. Et le sommeil et l'eau, quand on en vient à manquer, en fait, il n'y a plus rien on pense à plus rien d'autre qu'à ça et c'est vraiment un besoin vital et il a fallu absolument trouver de l'eau et j'étais capable de sortir du tracé prévu, de faire des kilomètres en plus pour aller subvenir à mes besoins en eau. Et puis le sommeil, les premiers ultras où j'ai manqué de sommeil avec quelques petites hallucinations où le corps qui commence à lutter contre le sommeil, je me rends compte à quel point on peut aussi avoir une grosse baisse de motivation et une grosse chute mentale et perdre un petit peu ses moyens quand on en vient à avoir notre corps qui nous parle et qui nous renvoie à nos signaux très reptiliens, très intuitifs initiaux. Donc c'est les plus grosses difficultés que j'ai eues, c'est gérer la soif et gérer le sommeil sur du long. Parce que là, à l'intérieur, c'est quoi? Il y a un peu des appels, on se dit maintenant, faut arrêter, faut essayer de trouver... Oui, le corps, il envoie ces appels-là et puis on a des pensées parasites qui viennent sans cesse. On a aussi le corps qui va parler par d'autres façons, d'autres douleurs qui se réveillent ou tout simplement des petites hallucinations qui nous font dire qu'en fait, on n'a peut-être pas assez mangé, on n'a peut-être pas assez bu, on n'a peut-être pas assez... on a peut-être besoin de dormir. Donc tout ça, c'est juste apprendre à s'écouter, à écouter son corps. Alors écouter à juste milieu pour pouvoir aussi continuer à évoluer, mais prendre en compte ces signaux-là pour continuer à avancer et ajuster avec son matériel, ses besoins, son entourage, donner des informations à son staff pour avoir ce dont notre corps réclame, quoi. Et à l'inverse, ta plus belle émotion? La plus belle émotion, c'est lors des championnats du monde l'année dernière où on est médaillé en équipe sur le long, mais aussi je fais une très belle 3e place au championnat du monde à Innsbruck et où ma compatriote française gagne la 1re place. Donc on était en fait dans les premières places et dans le fight à l'avant les deux et on était en train de vivre une course incroyablement émotionnelle. C'était une image très forte quand on passe la ligne d'arrivée avec Marion, avec le drapeau bleu, blanc, rouge et où on savait qu'on avait qu'on était allé chercher cette médaille d'or et qu'on faisait une magnifique 1re et 3e place en individuel. Je m'entraîne beaucoup toute seule et là ce maillot bleu, blanc, rouge, ça fait partie des plus grandes émotions que j'ai vécues dans le trail et que j'aimerais bien peut-être revivre un jour. Donc. Justement, on arrive dans les dernières questions. Tu as parlé de ton activité professionnelle de diététicienne. Tu dois aussi pratiquer le trail de plus en plus à côté. Où tu en es aujourd'hui? Comment tu vis? Comment tu arrives à vivre? Est-ce que tu arrives à vivre de tes courses ou pas?
Oui, alors je recherche encore du coup l'optimisation, la performance dans ce domaine-là. Je cherche mon équilibre à ce niveau-là. Donc c'est vrai que je suis diététicienne nutritionniste. Je diminue petit à petit mon temps de diététicienne pour concilier un petit peu plus ma pratique sportive qui devient aussi un métier. C'est vrai que j'en vis maintenant grâce à mon partenaire principal, Oka, grâce à Fortrail, qui est une association byzantine qui m'aide aussi à subvenir à mes besoins à tout niveau, que ce soit financier mais aussi matériel. Et puis tout un tas de partenaires et de sponsors qui me suivent aussi dans ma pratique. Donc on a la chance dans le trail de vivre, de mieux vivre maintenant de notre discipline, mais pas tout à fait. Je pense que c'est encore un petit peu difficile au jour d'aujourd'hui d'en vivre pleinement et longtemps par rapport à d'autres sports, mais ça se met en place. Et du coup, moi, j'ai gardé mon métier pour aussi mon équilibre personnel, puisque je me mets pas mal la pression et ça serait une pression supplémentaire, je pense, pour moi aujourd'hui de faire que ça. Et puis surtout, j'adore mon métier. C'est aussi donner du temps à mes patients, aux personnes avec qui je travaille, s'oublier un petit peu, être un petit peu moins dans ses propres ressentis, sa propre personne, mais être avec autrui. Et c'est aussi un métier dans la santé. C'est quelque chose que j'aime promouvoir à travers le sport. On sent ta passion, on sent aussi ta force de caractère pour toujours t'entraîner. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, comme tout le monde, elle n'a pas été découragée, elle n'a pas eu envie de quitter une course, elle a eu envie de rester chez elle, de ne pas aller s'entraîner un matin? Tu as eu des moments de doute ou... Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup m'entraîner, j'ai peu de diminution de la motivation à le faire. Par contre, au quotidien, j'ai eu des moments de doute, notamment sur les débuts de saison. J'ai eu quelques débuts de saison compliqués sportivement et professionnellement parce que on a plein de projets l'un dans l'autre. J'ai aussi du mal à dire non. Je le vis comme un privilège aujourd'hui, mais j'ai des moments aussi où des fois je subis un petit peu ça et je voudrais juste pas que ça se fasse en fait. Donc c'est peut-être que sur une année comme ça, il faut construire, structurer sa saison, pas être trop gourmand, pas mettre trop de courses, pas mettre trop d'ultra, parce que l'ultra, comme on l'a dit, c'est prenant en temps, mais aussi c'est prenant après coup au niveau de la récupération. Donc c'est juste être au clair que tu disais tout à l'heure, c'est extraordinaire, vous êtes incroyable de faire ça, mais en même temps on n'est pas des machines, on n'est pas des super-héros. Il faut en avoir conscience quelque part pour encore une fois durer et pas se brûler les ailes dans des saisons qui peuvent aussi être des fois assez quand même assez émotionnellement compliqué, mais aussi énergivore. Je veux juste que ça reste à un niveau que je puisse maîtriser, encore une fois, la maîtrise. Une question plus d'actualité, c'est l'écologie. On sait que dans la pratique de l'ultra-trail, beaucoup de personnes sont amenées à aller dans des sites naturels. Ça pose des questions au niveau écologique, notamment à l'ultra-trail du Mont-Blanc. Toi, tu as vécu aussi, tu as grandi dans la nature. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est important pour toi ? Tout à fait, quand on aime l'environnement naturel, aime être dehors, on veut aussi que cet environnement naturel, que nos enfants, que nos futures générations connaissent autant que possible cette chance-là, ce privilège-là d'être aussi proche de la nature. Il faut en prendre soin. Après, je dirais pas que le trail et l'ultra est la discipline qui prend plus en compte... Ça prend en compte cette dimension écologique. Après, est-ce que c'est une discipline écologique ? Non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'aussi le trail prend un tournant avec des organisations qui prennent de plus en plus en compte ça, qui limitent aussi le nombre de participants, qui font des circuits aussi pour qu'il y ait des sélections, pour qu'il y ait des qualifications et qu'on ne soit pas non plus des milliers à fouler les sentiers du TMB, mais qu'on reste une petite part de pratiquants. Donc après, il y a de plus en plus de courses, il y a de plus en plus de trails sur différents continents, sur différents environnements. Donc je pense qu'aussi on a encore beaucoup de belles choses à faire avec les événements, les organisateurs de courses, les sponsors, les marques, les pratiquants pour trouver un équilibre dans cette discipline qui ne vienne pas être plus délétère, puisqu'on a de plus en plus de pratiquants à Besançon, au niveau de la France, mais au niveau mondial, pour pas que ça soit délétère pour notre environnement à venir, quoi. Je veux aussi te poser une question sur les femmes dans le trail et dans l'ultra-trail. Pour la Diagonale des Fous, sur les 2937 participants, seuls 13% étaient des femmes. Tout à fait. Est-ce que ça te chiffonne un peu quand même et est-ce que tu as des explications pourquoi on n'a pas plus de femmes qui pratiquent? Et est-ce que tu aimerais que ça change? Je suppose que c'est oui, mais... Alors j'aimerais dire aux femmes que vous êtes capables de pratiquer du trail
trail, de l'ultra, c'est qu'une histoire d'organisation et de volonté, de plaisir aussi, puisqu'il faut qu'elles se retrouvent dans ce plaisir-là. Je pense que si on a si peu de femmes sur de la longue distance, c'est avant tout une histoire sociétale quand même, hein, où les femmes ont moins de confiance, ont moins cette capacité à se dire qu'elles peuvent aller au bout de ces efforts-là. Du temps aussi, parce que avec les enfants, la vie de famille, la vie professionnelle maintenant, elles s'octroient moins de temps, je pense, que la jante masculine. Et puis je pense que la dernière chose aussi, c'est aussi l'envie et le besoin un petit peu ce besoin de reconnaissance où je pense que les femmes, elles vont pratiquer pour elles, mais moins sur le côté compétitif aussi. Donc il y a moins un petit peu cet esprit de compétition chez la femme où elle se retrouve moins un petit peu dans ce domaine-là. Après, il faut savoir quand même qu'à La Réunion, il y a 13% de femmes, 13-14% de femmes. Par contre, à l'arrivée, on retrouve quasiment ce pourcentage-là, c'est-à-dire que les femmes, quand elles vont dans ce projet-là, elles abandonnent moins, elles ont une meilleure gestion, je pense, de l'allure sur la longueur, mais je pense qu'il y a aussi tellement de concessions et puis d'organisation au quotidien qu'elles se laissent moins aussi cette possibilité d'abandonner. Et du coup, dans les 900 et quelques personnes qui ont abandonné, il y a très peu de femmes qui font partie un petit peu de ce pourcentage-là. Donc moi j'ai envie de leur dire, allez-y pour votre santé, pour votre plaisir, ou juste en tout cas pour pratiquer pour vous, avec ou sans dossard, ça vaut le coup. Et avant de se quitter, une dernière question, tes futurs objectifs à toi, parce qu'on se dit, comment on fait pour aller chercher encore plus loin que la Diagonale des Fous? Il y a de quoi faire, il y a encore de belles courses à faire. Moi, il y a encore beaucoup de courses que j'ai envie de courir au niveau de performance ou tout simplement remettre un dossard plus tard parce que j'ai aussi des projets familiaux. Donc là, j'aimerais bien encore dans les 2 ans pouvoir mettre encore des dossards, notamment sur la hard rock, remettre un dossard sur l'UTMB, voir sur la Diagonale des Fous un petit peu plus tard. Peut-être remettre aussi le maillot bleu-blanc-rouge, ça va être en fonction des circonstances un petit peu lors des championnats du monde l'année prochaine qui auront lieu en Espagne. C'est encore un profil qui est plutôt dans mes cordes, regoûter un petit peu cette ferveur collective, ça me plairait. Et puis ensuite j'aimerais bien pouvoir avoir des projets un petit peu plus familiaux, professionnels, pour pouvoir après revenir un petit peu sur la scène de l'ultra, alors avec moins d'ambition de performance, mais refaire une diagonale, pouvoir remettre un petit peu des dossards un petit peu plus sauvages, un peu plus intimistes, avec un petit peu moins de densité sur d'autres courses, ça me plairait. Donc l'idée, c'est pas d'être trailleuse, ultra trailleuse pro à 100%. Non, je pense pas que ça soit dans mes projets, en tout cas jamais à 100%. En tout cas, si ça l'est dans les 2 prochaines années, ça sera avec toujours une petite activité dans la diététique et dans la nutrition, puisque c'est encore une fois quelque chose qui fait partie de moi. Écoute Manon, merci beaucoup, on va se quitter là-dessus. J'espère que tu accompliras tous ces objectifs. Et oui, sous le soleil. Ça s'est levé, le brouillard s'est levé, c'est parfait pour conclure. Merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi pour ce grand moment d'échange, riche en plein de choses, en soleil, en nature et en émotions.